Je vais tout de suite préciser à tous ceux qui nous suivent ce matin que je ne vais pas donner l'identité de la personne qui vient de me rejoindre sur le plateau de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le père de Mila. Exactement. On va s'arrêter là. Oui, pour la carte d'identité, on va dire, et pour des raisons évidentes de confidentialité. Voilà. Mila, c'est cette adolescente dont toute la France a découvert le visage il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, lorsqu'elle a été victime de cyberharcèlement, de menaces. Après un live sur les réseaux sociaux qui a plongé votre famille dans une situation dramatique, puisque avec ses propos qui ont ensuite enflammé le web, eh bien ces propos sur l'islam, évidemment, il y a eu ensuite de très nombreuses réactions et une vie qui a changé d'une minute à l'autre quasiment. Le 7 juillet dernier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 11 personnes à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis assorties d'une privation d'éligibilité d'1 an pour avoir harcelé et menacé votre fille. Pourquoi prenez-vous la parole aujourd'hui? C'est votre première interview. Pourquoi? Oui, alors c'est vrai qu'au début, on s'est, avec ma femme qui a mené ce combat depuis le départ, qui est impliquée, c'est vraiment elle qui s'est battue pour essayer de trouver toutes ces personnes qui agressaient et qui menaçaient ma fille. C'est effectivement, je suis venu on s'était mis un petit peu en retrait au départ, nous les parents. C'était question de sécurité, avec des procès qui étaient en cours, on ne pouvait pas trop se mettre devant. On est venu effectivement pour passer des messages de parents, c'est-à-dire vous donner le point de vue de parents quand ça peut arriver. Ça nous est arrivé, ça peut arriver à d'autres parents. Voilà, c'est aussi m'adresser à tous ces jeunes qui, je crois, se sont perdus, se rendent pas compte, ne comprennent pas un petit peu ce que c'est la laïcité, confondent la liberté d'expression, le blasphème, tout est confus. Voilà, je voudrais essayer de aussi m'adresser aux musulmans de France. Voilà, c'est un peu je suis venu pour ça. Et vous êtes venu maintenant aussi parce que ce qui a changé, c'est le procès. Ouais. Et avec ces 11 condamnations, vous avez le sentiment que la peur pourrait changer de camp? Oui, alors le procès, il est bien tombé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant très longtemps, les gens sur les réseaux sociaux pensaient qu'ils étaient anonymes, qu'ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Et là, ce que je peux leur dire, c'est très simple, vous n'êtes pas anonyme. Que vous passiez par des proxys ou pas, ça ne marche pas. Si on veut vous trouver, on vous trouvera. Et je peux vous dire que ma femme qui mène ce combat, c'est elle qui repère les menaces, en grande partie, oui. Ouais. C'est elle qui fait ce boulot. Qui traque, ok. Donc il faut savoir que vous mettez hashtag, pas hashtag, arrobase, tout ça c'est du vent. Le procès l'a prouvé. C'est du moment où vous n'êtes pas en message privé, dans la vie normale, vous êtes susceptible d'être condamné, de passer au tribunal et d'avoir des sanctions. À quoi a servi ce procès? Est-ce que d'abord, il y a eu une évolution? Est-ce que depuis juillet, la situation a évolué? Oui, alors ce qui est bien dans le procès, ce procès, il est vraiment très positif sur beaucoup de points. Effectivement, les menaces contre Mila se sont réduites drastiquement. C'est compliqué de donner un chiffre, mais j'ai envie de dire 1%. 1%, c'est-à-dire que ça a fortement chuté. Alors, le danger pour Mila, il est toujours là. Il faut bien vous dire que ceux qui passeront à l'acte, pour la plupart, réseau ou pas réseau, ils le feront. Mais au moins au niveau des agressions sur les réseaux sociaux envers Mila, ça s'est considérablement réduit. Voilà. Ce qui doit être une forme de soulagement. C'est déjà bien parce que vous savez déjà, elle a une vie où elle peut pas s'épanouir comme tous les gens de son âge. Voilà, donc elle a des contraintes qui sont énormes. On parlera aussi on va revenir effectivement sur la vie quotidienne de votre fille, sa protection. Mais si vous permettez, sur le procès, on s'est parlé il y a quelques jours pour préparer cet entretien. Avec beaucoup d'honnêteté, vous m'avez dit aussi que vous aviez quand même un énorme doute sur ce que ça avait pu susciter chez les personnes condamnées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quand le procès s'est terminé, quel sentiment vous avez eu vis-à-vis de ces 11 personnes qui ont été condamnées à des peines quand même, c'est pas rien, 4 à 6 mois de prison avec sursis? C'est vrai que ce procès, il est à la fois positif et à la fois une déception.
Pourquoi? Parce que vous aviez un président de tribunal qui était exceptionnel, il faut lui rendre. Ce monsieur, c'est un grand monsieur, on n'a rencontré que quelques-uns dans sa vie, et il a mené ce débat avec pédagogie, il a essayé de passer des messages à ces jeunes, et le résultat, malheureusement, il est très 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 mauvais. Pratiquement 80% n'ont pas compris. Il y en a un seul, je crois, qui a réellement compris. Il a même présenté ses excuses, d'ailleurs. Oui, qui a vraiment, et je pense qu'il était très honnête dans ses excuses. Les autres n'ont pas compris. Pour eux, déjà, ils ne comprennent pas pourquoi c'est pas Mila qui était de l'autre côté. Pour eux, ils n'ont pas compris du tout. Pour eux, donc, menacer de mort une personne, c'est équivalent à blasphémer une idée, une religion. Pour Mila, vous savez, Allah, c'est un personnage virtuel. C'est comme un Père Noël. Hein. Mais pour eux, le message n'est pas compris. Ils sont sortis de là. Pour certains, ils se sont même permis sur les réseaux sociaux d'expliquer qu'ils s'excusaient auprès d'Allah, mais pas de Mila. Ça n'a pas été compris. Ça, c'est-à-dire, tout ce qu'ils ont compris maintenant, c'est pour ça que ça s'est calmé, c'est qu'ils vont être attrapés, ils vont devoir payer des milliers d'euros. Ça, ils l'ont compris. Donc ça a calmé. Mais le fond, il n'est pas résolu pour autant. Double sentiment, donc, à l'issue de ce procès. Et quelques semaines après ce jugement, vous confirmez donc qu'il y a eu une baisse considérable du nombre de menaces, d'insultes sur les réseaux. C'est quand même pas rien. Ouais. En revanche, sur le fond, c'est plus compliqué. Comment va Mila aujourd'hui ? Alors Mila, oui, elle peut pas être super bien, donc elle est forte. Voilà, elle a 18 ans aujourd'hui. Oui, elle a eu 18 ans il y a quelques mois, donc effectivement, elle est forte. Elle ne se soumettra pas, excusez-moi, mais pour ceux qui l'espèrent, ils peuvent attendre. Ça ne viendra jamais. Ça veut dire quoi, elle ne se soumettra pas? Ça veut dire aujourd'hui, on nous demande pourquoi Mila s'excuse pas. S'excuser de quoi? On l'agresse, elle répond. Voilà, on demande pourquoi Mila s'efface pas des réseaux sociaux. Bon, déjà, elle est quasiment exclue de la vie réelle. Vous voulez que se mettre dans une grotte. Donc voilà. Donc tout ça, la réponse est non. Comme nous, vous avez vu, je suis là et on va pas se laisser faire. Au contraire, ma femme, elle est vraiment, elle est en tête de pont là-dessus. On ne lâchera rien et on est là on sera très vigilant sur ceux qui lui veulent du mal. Elle fait des études, elle a 18 ans, donc elle est en train de préparer sa vie active. Non, aujourd'hui on avait effectivement essayé de la scolariser dans un établissement militaire. Je fais une petite aparté parce qu'effectivement, des fois l'information est mal passée. Elle n'a jamais divulgué où elle était, hein. Donc souvent par raccourci journalistique, elle a dit où elle était. Elle ne peut pas rester dans l'établissement, c'est pas vrai. Elle n'a jamais dit où elle était, sauf que le lycée en question n'a pas voulu la garder pour des questions de sécurité. Bon, il y a une certaine hypocrisie, mais bon, on ne va pas y revenir. On a essayé les cours, des professeurs super sympas sont venus essayer de lui donner des cours. Avec le Covid, c'était compliqué. Les cours à distance, c'est compliqué. Non, aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est mort. Bon, vous savez, au départ, son lycée, elle a dû quitter son lycée précipitamment. Les élèves étaient parfaitement identifiés, l'ont menacé de viol, de tout ce que vous voulez. Ils étaient parfaitement identifiés. Aucun élève de son lycée n'a eu une sanction. Aucun. Et on a appris, après, on a été contacté par des parents de ce même lycée, et je pense qu'il y a des milliers de lycées de France, qui ont eu la même déboire, leurs enfants avaient critiqué l'islam, et ils ont dû changer de lycée pour éviter que ça fasse des vagues et des problèmes. Donc l'éducation nationale, pendant 30 ou 40 ans, a mis ça sous le tapis. On a la chance, effectivement, je vous le dis, de M. Blanquer, depuis le premier jour, nous soutient. Je suis régulièrement en contact avec lui. On l'a au téléphone. Je l'ai vu en début d'année. C'était très convivial. Mais bon, on ne change pas 30 ans d'immobilisme en quelques années. J'aimerais qu'on revienne à ce 18 janvier 2020. Donc Mila, qui à l'époque a 16 ans, est en live sur Instagram. Et puis ça dérape. Voilà, il y a un moment comme ça où elle se fait insulter. Pourquoi d'ailleurs ? Pour simplement, il parle de goût sexuel et elle répond à une fille pour lui dire que effectivement les rebeux c'est pas ton style. Les blondes c'est pas mon style, c'est bizarre, hein, mais bon, on va pas m'insulter pour autant. Non, là on l'a parfaitement insultée sur sa sexualité. Voilà, elle se fait menacer au nom d'Allah, au nom de l'islam, qu'on va la brûler. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réagit.
Et ça, je veux simplement dire à tous les gens qui nous écoutent, jamais Mila est allée sur les réseaux sociaux comme ça, aller insulter, non. À chaque fois, elle se fait harceler, elle se fait menacer, mais de choses très très graves. Et à chaque fois qu'elle réplique contre l'islam, elle réplique. Elle n'y va pas d'une manière gratuite. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre. C'est un message que j'ai du mal à faire entendre. Parce que le raccourci, c'est elle a tenu des propos très durs sur l'islam. Non, elle a répliqué à des menaces au nom de l'islam. C'est pas pareil. D'ailleurs, ce live, c'est quoi? C'est 10 personnes? Oui, c'est ça. Qui assistent. Au départ, c'est des gens qui sont dans sa petite communauté Instagram, quoi. C'est une dizaine de personnes. La chose qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'au départ, 10 personnes. Vous avez quelques personnes de son lycée présentes avec des comptes importants sur Instagram et qui diffusent à des gros comptes islamiques, pro-islam, qui sont des très gros comptes qui diffusent au niveau de la France, pour nuire à Mila, diffusent qu'une partie de sa vidéo, bien sûr, qui tourne en boucle sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, et donc ça fait monter. C'est eux qui ont fait monter tout ça en... Alors les propos quand même. Bon, alors je vais pas les rappeler parce que mais on les a beaucoup commentés à l'époque. Mais c'est vrai que ce sont des propos quand même. Vous dites qu'elle réplique, mais ce sont des propos durs. Elle tient sur l'islam, évidemment. Et là, ça part tout de suite. Mais vous, en fait, je sais pas, vous êtes à ce moment-là, vous êtes en train de travailler, peut-être vous rentrez chez vous, vous comprenez tout de suite ce qui se passe, elle vient vous voir. Oui, alors je vais vous raconter. Bon, d'abord, avant, propos durs. Vous mettez en opposition. On va te brûler au nom d'Allah, on va te violer avec un doigt, merde. C'est absolument... Cul. Voilà, on parle d'éducation. Voilà, je sais plus combien d'enfants ou d'ados disent merde, cul. Voilà, bon, je vais juste remettre dans le contexte. Donc effectivement, quand ça se passe, je rentre le soir. Là-dessus, j'ai toujours eu tort. Sur le départ, je me suis planté complet. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris l'ampleur. Ma femme me dit, voilà, Mila, c'est grave, elle se fait... C'était terrible. Son numéro de téléphone ayant été balancé sur les réseaux sociaux, c'était un spot, son téléphone, tellement les messages arrivaient par centaines. Et je réponds, bon, Mila, on m'explique ce qui s'est fait. Bon, alors des fois, j'ai un peu de l'humour, ça m'a fait plutôt... Voilà, je dis, c'était pas bien de le dire, mais en même temps, bon, là, j'ai pas trouvé ça... voilà, pour moi, j'ai cru que dans les heures qui suivaient, ça allait se tasser. Non, c'était tellement violent que ma femme, qui avait mieux compris que moi, est allée tout de suite en gendarmerie porter plainte, parce que c'était des gens quand même qui la connaissaient physiquement. Moi, j'ai cru que quelques jours après, ça allait retomber, c'est jamais retombé. J'ai cru que quelques semaines après, c'est jamais retombé. Il y avait cette vidéo qui circulait de manière virale. Bon, au bout de quelques semaines, j'ai pensé avec Mila et ma femme que c'était opportun que Mila puisse s'exprimer. On est allé à Quotidien. Émission de TMC. Ça a amélioré un petit peu, puisque les gens ont pu se rendre compte que c'était une ado comme tous les ados. Après, non, il y en a certains, effectivement, vexés que Mila ne soit pas allée dans leur réunion, qui se sont essuyés les pieds sur elle, mais d'une manière odieuse, alors qu'ils avaient essayé par au moins à 10 reprises de la faire venir dans son émission en lui demandant que ses propos étaient inadmissibles, qu'elle devait se cacher. C'est M. Hanouna avec TPMP. Vexé que je ne sois pas allé dans son émission, là vous découvrez un monde que vous ne connaissez pas. Et donc effectivement, notre vie bascule. Pourquoi ? Parce que vous avez effectivement des moyens qui se mettent en place pour vous protéger. Vous avez des policiers, des gendarmes que je salue, qui sont très sympas, pendant des mois et des mois avec des mitraillettes devant chez vous dans un petit village. Je vous laisse imaginer, c'est top au niveau de la discrétion. De la discrétion. Voilà, c'est une vie qui bascule complètement. Vous ne pouvez plus vous projeter. Votre fille ne peut plus aller à l'école. Vous pouvez à la fois plus vous projeter, mais vous ne pouvez plus rien anticiper. C'est-à-dire quoi ? Aller au resto, au restaurant, il faut prévenir les services de sécurité qui, eux, vont se renseigner si le lieu ou le restaurant en question est problématique. Ils doivent pouvoir y aller un petit peu avant pour s'assurer que tout va bien se passer. Tout est compliqué. Vous partez en vacances, on était en Corse cet été. Voilà, donc ils nous ont suivis. Voilà, vous ne pouvez plus vous promener avec Mila, rencontrer votre fille sans que vous ayez une présence permanente. Les Corses nous ont reçus
je vous dis, amis corse, très très bien. J'ai vraiment des gens extraordinaires là-bas qui nous ont accueillis, mais bon, voilà, Donc le quotidien, c'est un enfer. Ouais, c'est compliqué et très compliqué. C'est-à-dire que prévoir, c'est un peu l'inverse de la vie d'un adolescent. Je dis ça avec le sourire. C'est pas du tout l'objet. Non, c'est mort. Ça, vous pouvez pas. Pour faire ses courses, elle peut pas dire oh, il me manque du pain, je vais redescendre en bas et je vais acheter du pain. Ça, c'est pas possible. Vous-même, vous avez participé à cette sécurisation entre guillemets de votre fille. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, elle a quitté notre maison il y a quelques mois. Hein. Ouais. Je ne peux pas dire où elle est. Il a fallu que je trouve un logement plus ou moins sécurisé. Il a fallu que je sécurise ce logement. J'ai dû sécuriser aussi avec des caméras, tout ça, investir beaucoup dans la sécurité. Parce qu'effectivement, on doit se protéger. Donc c'est un quotidien, tout est... Voilà, c'est plus la vie d'avant, c'est plus pareil. Voilà, on change de monde. Vous avez dit une chose, vous l'avez dit à peine d'ailleurs, hein, au moment où vous découvrez ce qui s'est passé, c'était pas bien de le dire. Ah ça, vous avez dit ça à l'instant. Oui, c'est vrai que moi j'arrive, je dis ouais, non, je lui ai dit tu aurais pas dû dire ça. Mais quand je vois la suite où elle dit finalement que cette religion est une religion qui l'agresse. Et je suis désolé, mais quand je vois la suite, non. Elle peut dire ça. Aujourd'hui, excusez-moi, vous avez, depuis des dizaines d'années, au nom de l'islam, vous n'avez plus d'enfants juifs dans les écoles de la République. C'est très compliqué pour les homosexuels, les apostats. C'est très compliqué pour les mécréants, les athées. Tout est très compliqué. Question difficile. Et là, c'est peut-être moins le journaliste que le père de famille qui vous parle aussi. Est-ce que parfois vous en voulez à votre fille? Ah, jamais. Jamais, jamais. Et même, je veux dire, depuis le départ, Mila, je l'ai éduquée. On est, contrairement à ce que veut sous-entendre M. Branco, on n'est pas du tout d'extrême droite. L'avocat Juan Branco. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. On a dit que vous étiez d'extrême droite. Extrême droite, raciste, voilà. Donc tous les gens qui me connaissent savent très bien d'où je viens, savent très bien. Mila n'a jamais été raciste, mais jamais, jamais. Donc c'était tellement facile de dire ça. Ouais. C'était pas du tout le sujet. Alors vous n'en voulez pas à votre fille, vous en voulez à qui aujourd'hui? Non, mais moi, j'en veux, comme on dit, j'en veux à cette France qui s'est cachée, à cette France qui veut pas voir la réalité, et surtout, je suis très inquiet pour l'avenir, parce qu'effectivement, je vous dis, je suis pas d'extrême droite, et au contraire, c'est parce que je voudrais que les choses s'arrangent, parce que si on continue dans cette direction, si on met tous les problèmes sous le tapis, si on se cache, si on est lâche, vous aurez forcément un jour, d'un côté comme de l'autre, des fascistes qui arriveront au pouvoir. Et là, ce sera du perdant-perdant. Perdant pour les Français en général, perdant aussi pour les musulmans. Aujourd'hui, je m'adresse aux musulmans. C'est eux la solution. Pour moi, c'est eux la solution. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si eux changent, font le ménage dans leur communauté, marginalisent donc ces intégristes, jettent cet islam politique qui va être destructeur pour eux. C'est à eux de réagir. Aujourd'hui, vous savez, on me dit oui, mais une majorité est contre. Non, il y a une minorité qui soutient, qui est contre les agressions contre Mila. Il y a une extrême minorité, effectivement, qui va la lyncher. Mais la grande majorité des musulmans sont complices par leur silence. Et ça, il faut qu'ils changent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Mila est allée à la Grande Mosquée? Oui. Après le jugement en juillet? Alors, il faut savoir que le recteur, qui est quelqu'un, depuis le départ, le recteur nous a contacté Mila, il y a plusieurs mois. Après, il y avait l'histoire du procès, c'était compliqué. C'est quelqu'un qui a vraiment compris qu'il fallait que ça change. Il fait partie de ces musulmans qui voudraient que ça change. Voilà. Et donc, voilà, il y a des gens qui veulent que ça change. Il faut les écouter. Il faut leur donner plus de hauteur. Parce que c'est la solution, c'est la clé. Sinon, un jour, on va partir... Voilà, la laïcité, on peut croire ou pas croire, on a le droit de faire... La laïcité, c'est la solution. Et il faut vraiment que les musulmans s'en emparent. Si eux s'en emparent pas, on va vraiment... Ça va très très mal terminer. Regardez ce qui se passe là, sur l'Afghanistan. Vous voulez que ça devienne comme ça en France? Avec une religion qui impose sa loi? C'est pas concevable. Alors, l'avenir... Parce que vous m'avez dit il y a quelques instants, je n'avais pas imaginé que ça allait basculer à ce point, que notre vie serait à ce point chamboulée.
Ça va s'arrêter un jour ? Ça s'arrêtera. Je vous dis, si des parents réagissent à chaque fois que leurs enfants, que ce soit au nom de l'islam ou autre, c'est-à-dire toute agression, chaque parent ne doit pas le laisser sous le tapis. C'est-à-dire, s'il y a 10 000 mélas demain, ils ne pourront plus avancer. Si les musulmans de France réagissent contre en interne pour faire le ménage, ça ne pourra plus avancer. Si on ne fait pas ça, oui, non, j'ai pas de solution pour Mila. Notre vie, elle est entre guillemets, il y a nos futurs. Excusez-moi, là c'est un côté, je me suis tellement trompé parce que j'ai cru, excusez-moi naïvement, que elle a passé 8 mois où elle a rien dit en se disant pendant 8 mois ça va forcément s'arrêter. Ça s'est jamais arrêté. Bon, aujourd'hui c'est une cible, voilà, elle est. Vous avez peur pour elle ? Ah oui, j'ai très peur. Aujourd'hui, vous savez, j'ai un peu perdu quelques cheveux, je suis fatigué, je dors mal, parce qu'effectivement, j'ai peur pour elle. Et pour vous ? Bizarrement, non. Non. Mais j'ai peur pour elle. Non, parce que je pense quand on est papa, voilà, on pense plus à ses enfants qu'à soi-même, et c'est non. Je vous demandais tout à l'heure à qui vous en vouliez, vous m'avez répondu clairement, mais est-ce que vous avez manqué de soutien ? Ah non, alors c'est vrai qu'on se focalise effectivement sur les gens qui vous en veulent, qui vous agressent. On a eu... Non, il y a beaucoup de gens bien, mais aussi quelques musulmans qui sont extraordinaires. Voilà, il y a beaucoup d'apostats aussi qui nous ont contactés pour nous faire part de leur... Voilà, il y a énormément... J'ai rencontré des gens, je vous parlais des Corses tout à l'heure, mais des gens merveilleux, donc il y a quand même des côtés positifs. Mais dans le quotidien, c'est très compliqué. Vous pouvez aller nulle part avec Mila sans que vous ayez des gens, oui, effectivement, qui viennent la soutenir, mais vous avez toujours une personne qui est là pour la filmer, pour l'agresser par le regard ou par les paroles. C'est compliqué. Non, il n'y a pas vraiment de solution. La gauche, les associations féministes, les associations LGBT. Ah oui, là, je trouve effectivement d'avoir des associations LGBT qui ne soutiennent pas Mila. Excusez-moi, je vais dire un truc un petit peu... c'est comme si des dindes fêtaient Thanksgiving. Pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, excusez-moi, je fais un peu d'humour, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce raisonnement. C'est destructeur parce que ça cautionne ces agressions. Je ne comprends pas qu'ils choisissent leur combat. C'est une énigme pour moi. Vous savez, je n'ai pas toutes les réponses. Sinon, ce serait trop facile. Et donc, le combat continue. Oui, il faut savoir que ma femme et moi-même, on ne lâchera jamais. Et on ne lâchera jamais. Je vous présente Benoît Galeret. Ouais. Benoît est spécialiste des réseaux sociaux, il y passe beaucoup de temps, mais surtout il est journaliste, évidemment, et chaque jour dans cette émission, dans ce live, il nous montre à quel point les réseaux aujourd'hui ont pris toute cette importance et sont au cœur souvent de l'actualité. Évidemment, lorsqu'on parle de votre affaire, de l'affaire Mila, on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux et de ce que ça a pu impliquer. Alors, vous suivez évidemment cette histoire depuis le début, Benoît. Qu'est-ce que ça nous dit sur la société française, cette affaire, et où est-ce qu'on en est dans notre rapport au réseau ? L'affaire Mila, c'est vrai qu'au-delà de l'immense émotion qu'elle a générée en ligne, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, de la colère, de la peur, elle condense tous les paradoxes et tous les fantasmes vis-à-vis d'Internet qu'on peut avoir. Parce que comment on se défend finalement ? C'est ce que tout le monde se demande face à ce que Mila elle-même décrit dans son récent livre comme la violence d'une époque qu'elle dit intoxiquée aux réseaux sociaux. Peut-être, Bruce, en la voyant faire condamner quelques-uns de ces harceleurs. Enfin, les internautes ont pu se dire que si, les choses avancent un peu doucement, c'est peut-être pas la jungle qu'on nous a décrit. Mais alors, c'est le mal incarné pour d'aucuns, vous l'avez dit, Mila, sur les réseaux. Mais pour d'autres, c'est un symbole pour des milliers de personnes victimes de propos violents. Elle leur a prouvé que oui, c'est possible de se battre, de rien lâcher, d'aller au bout. Le paradoxe, j'en parlais, vous aussi, c'est à quel prix ? Parce qu'à chaque fois qu'elle a voulu se défendre ou à chaque fois que quelqu'un est intervenu pour plaider sa cause, ça a relancé en ligne une nouvelle vague de nouveaux messages haineux, souvent émis par de nouvelles personnes en plus qui s'ajoutaient à ce mouvement de foule. Donc il faut quand même une bonne dose de courage. Mais oui, c'est possible en tout cas de faire tomber des trolls comme on les appelle. C'est d'ailleurs la première légende que Mila a tuée, le soi-disant anonymat sur Internet qui ferait que tout le monde se lâche dans la plus totale impunité. C'est le tableau horrible que nous dressaient les politiques jusqu'alors. C'est faux.
archi faux. Si on donne à la police les moyens nécessaires, les plateformes, même américaines, jouent plutôt le jeu et on peut retrouver les auteurs des messages. La justice peut les condamner. Des lois existent déjà en France. Il faut peut-être arrêter de considérer le web comme un monde parallèle et étrange. Le droit doit s'y appliquer et pour ça, pas besoin de réinventer la poudre. On se souvient peut-être de Laetitia Avia qui nous disait sur ce plateau en février 2020 que dans l'affaire Milia, avec sa loi contre la cyberhaine, les messages auraient été supprimés, les auteurs identifiés et un parquet numérique saisi. Alors quelle est cette magie? En vrai, c'était plutôt aberrant, techniquement, juridiquement. D'ailleurs, le Conseil d'État n'a pas laissé passer ce texte. Pourquoi? Parce que supprimer les messages, comme elle le dit, ça sous-entend, un, qu'on peut faire le ménage en direct, et que deux, ce sont les plateformes comme Twitter, Facebook ou YouTube qui doivent l'assurer. Vous remarquez au passage que, hop, l'État s'en lave les mains. Du coup, débrouillez-vous avec ça. Or, on le répète depuis maintenant 20 ans, le web, c'est un robinet qu'on ne peut pas couper. Mila elle-même était en train de s'exprimer en totale liberté quand cette affaire lui est tombée dessus. La haine qui peut s'en déverser, elle n'est pas contrôlable en amont. Les intelligences artificielles, ça ne marche pas. Pour la faire courte, ce ne sont pas des intelligences, et elles ne sont pas artificielles. Il y a toujours un humain derrière qui doit cliquer à un moment. Donc si on doit attendre que chaque chose soit validée par un modérateur avant d'être publiée, on n'appelle plus ça Internet. On perd toute la réactivité, tout le direct, tout l'échange. Parce que oui, il y a aussi des côtés positifs aux réseaux sociaux, je vous les détaillerai une autre fois, mais ces lois-là, en tout cas, les tueraient complètement. Alors abandonnons ce fantasme d'un web qui serait tout à fait poli, policé, où on pourrait évoluer en totale sécurité. En revanche, travaillons sur le fait qu'après, une fois que vous avez tenu ces propos irresponsables, vous soyez, vous, responsable devant la justice. Et là-dessus, on avance. La loi a changé depuis le 25 août, c'est avant-hier. Le doxing, c'est quoi? C'est le fait de révéler sur le net l'identité d'une personne, ou juste des informations qui permettent de la retrouver physiquement, son établissement scolaire, son domicile, etc. On appelle ça l'amendement Samuel Paty. Eh bien, ça sera désormais puni pénalement. Mais là aussi a dû changer d'établissement scolaire, on le sait. C'est désormais incriminé par le code pénal qui prévoit jusqu'à, attention, 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. On rigole plus, il reste quand même un flou pour terminer. Ça, c'est les gendarmes eux-mêmes qui le reconnaissent. Est-ce que cette infraction, elle entre dans la catégorie des infractions instantanées, comme un vol à l'étalage, c'est-à-dire il faut qu'on vous voit au moment où vous postez ce message, ou comme une infraction continue, par exemple le recel? C'est intéressant, ça a l'air technique, mais ça veut dire que même si c'était continu, même vos vieux messages postés il y a plusieurs années constitueraient toujours une infraction. Même il y a très longtemps, ça tomberait sous le coup de la loi. Donc on voit bien que les réponses sont encore compliquées et confuses, mais enfin, on se pose des questions et on avance, même si c'est très doucement. Et ça, c'est à moitié grâce au courage de Mila et à moitié à cause de l'ampleur qu'a pris cette affaire, bien malgré elle, évidemment. En tout cas, ça a fait bouger les lignes. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Mais c'est pas impossible, c'est ça que nous dit aussi Benoît Galeret. Ça veut dire, aujourd'hui, l'islam, religion de paix, c'est inaudible. Si demain, effectivement, il y a des gens qui réagissent, surtout du côté des musulmans, il y a une chance. Et moi, je souhaite qu'aujourd'hui, je veux du vivre ensemble. Voilà, je ne suis pas du tout... Et la laïcité, c'est la solution. On doit pouvoir vivre ensemble, il n'y a aucun problème. Voilà. L'avenir de votre fille, c'est quoi? C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut être? 18 ans, on ne sait pas toujours, mais... Non, alors oui, déjà à 18 ans, on ne sait pas. Effectivement, là, c'est... Aujourd'hui, notre vie, c'est sa vie, notre vie, parce qu'on est dedans, c'est au jour le jour. Donc déjà, voilà, c'est toujours gagner du temps. C'est pour ça que si elle avait pu rester un peu plus longtemps dans son école, c'était toujours à moi de gagner. Il faut gagner du temps, en espérant que demain sera meilleur. Voilà, après... Voilà, son avenir, c'est elle qui vous le dira un jour, peut-être. Comme je vous ai dit, je venais en tant que parent, donc je ne parlerai pas pour Mila. Vous lui dites quoi, par exemple? Partir, c'est une option, partir à l'étranger Moi, en tant que papa, depuis longtemps, je dis à ma fille, oui, je pense que ce serait la solution. Pour elle, c'est aussi un aveu d'échec, et elle ne veut pas soumettre. Non, c'est pas assez. Excusez-moi, on est en France comme beaucoup de tous les Français. Voilà, c'est pas normal. C'est pas. Vous la payez cher, cette non-soumission. Oui, mais bon, de toute façon, on est dedans, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Il y aura d'autres procès? Oui, il y a d'autres procès. Il y avait un procès qui devait se faire cette semaine là, sur une personne qui est reportée pour la deuxième fois. Il y a d'autres procès à venir. Et je vous dis à tous ceux qui ont envie de jouer, on est derrière, on vous suit, on vous lâchera pas. Ma femme est très forte là-dessus.
Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci. Je rappelle que je n'ai pas donné votre identité parce que vous me l'aviez évidemment demandé. Merci pour votre témoignage. Merci de m'avoir reçu. Et d'avoir répondu à toutes les questions ce matin sur BFM TV.